Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, la radicalisation dans la police. Phénomène marginal ou menace réelle. Il y a 4 mois, c'était l'attentat de la préfecture de police de Paris. Depuis, 106 cas ont été signalés au service. Alors, la société de vigilance voulue par le président de la République a-t-elle porté ses fruits? Et peut-on être policier et musulman dans le pays sans être suspecté? On en parle dans un instant dans notre grand débat, alors que la commission d'enquête à l'Assemblée a fait un point d'étape sur les dysfonctionnements dans l'attentat de la préfecture de police. Il refuse de lui serrer la main, elle déchire son discours. C'est la guerre totale entre Donald Trump et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. On va revenir dans le détail sur la campagne américaine avec nos invités. Donald Trump s'apprête à être acquitté dans son procès en destitution. On fera un gros plan aussi sur la surprise de cette première primaire démocrate, Pete Buttigieg, le Benjamin des candidats. Enfin, notre grand témoin ce soir est ancien magistrat, ancien député aussi. Il a enquêté ici à l'Assemblée sur les attentats de Paris de 2015, le Bataclan, l'Hypercacher et Charlie Hebdo. Il forme aujourd'hui les élus à détecter les signaux de radicalisation. Georges Fenech est avec nous ce soir. Voilà, vous savez tout. #CVR, n'oubliez pas. C'est parti, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir Myriam. Et merci d'être notre grand témoin. Vous connaissez l'Assemblée nationale comme votre poche. Oui. Près de 11 ans sur les bancs de la droite. Vous avez notamment présidé la commission d'enquête sur les attentats de Paris de 2015. Magistrat, ancien juge d'instruction. Vous formez aujourd'hui les élus. Oui. Vous les formez à la lutte contre la radicalisation, on va en parler, la radicalisation qui gagne certains avec services deux de mes publics. anciens collègues socialistes. 2 socialistes. L'attelage est assez Sébastien cocasse. Pietrasanta et Patrick Menucci. Le Marseillais. Le Front républicain. Le Front républicain. Voilà. Vous nous en direz un mot tout à l'heure. Je le disais, la radicalisation qui gagne certains services publics. On en a parlé ici sur ce plateau à LCP. Il y a eu des enquêtes parlementaires sur les sujets. Et la police est-elle réellement menacée? Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes député de La République En Marche de Seine-et-Marne, ancien patron du RAID. C'est vous qui avez ordonné l'assaut sur l'Hypercacher en 2015, coordonné cet assaut. Vous siégez aujourd'hui dans cette commission d'enquête. Il faut le rappeler, attaque au couteau, 4 morts, signé Michael Harpon. C'était le 3 octobre 2019, agent informatique qui travaillait au cœur de la maison police, la préfecture de police de Paris. Vous nous direz ce que vous avez appris dans cette commission qui a fait un point d'étape aujourd'hui. Sofiane Achatib, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes policier et vous représentez l'UNSA Police, dont vous êtes le délégué national. Enfin, maître Anas Kafif, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous défendez un policier suspecté de radicalisation, suspendu et désarmé depuis l'attaque de la préfecture. C'est un policier qui avait 16 ans de service dans la police. Vous nous en direz un petit peu plus sur la manière dont il vit les choses. Je vous donne la parole, messieurs, dans un instant. Celui qui nous plante le décor à sa manière, comme tous les soirs, vous le savez, c'est Stéphane. Stéphane Blakowski, si j'ai bien compris, c'est parti. Bonsoir Myriam, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane, si j'ai bien compris ce soir. Alors laissez-moi m'asseoir et je vous dis immédiatement ce que j'ai cru comprendre. Installez-vous. En fait, si j'ai bien compris, ça risque en fait de ne pas être si simple de mettre en place la société de vigilance auquel aspire le président Macron. Alors, vous vous souvenez, c'était lors de son discours dans la cour de la préfecture de police, après l'assassinat, vous l'avez rappelé, de 4 policiers par un de leurs collègues radicalisés. Donc, il avait dit « Les institutions ne parviendront pas à elles seules à faire face à la montée de l'islamisme. Il faut que chaque citoyen participe. » Il a dit « Chaque Français doit être vigilant, donc il s'agit d'ouvrir l'œil. » Savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Voilà, dans son discours, il faut quand même dire que le président avait précisé que cette vigilance ne devait pas tourner au soupçon.
Bah oui, Myriam. Mais c'est ça, justement, la difficulté. C'est comment renforcer la vigilance face à l'islamisme sans non plus tomber dans un soupçon généralisé envers tous les musulmans. Alors, au départ, on a quand même compris qu'il y avait quand même un gros problème de vigilance à la préfecture de police. Hein, c'est le mot qu'on puisse dire. Ils avaient... Pas mal de vos collègues de l'assassin avaient remarqué qu'il était radicalisé. Finalement, on ne l'avait jamais exclu du service. D'ailleurs, le ministre lui-même avait dit, après l'attentat, il y a eu un dysfonctionnement. Alors, il y a eu un dysfonctionnement, qu'est-ce qu'on fait? Le Premier ministre lance une mission pour savoir où est-ce que ça a pêché. Donc, il a confié cette mission à l'inspection des services de renseignement. Et puis, mi-janvier, il y a une série de mesures qui a été prises pour renforcer un peu les mesures pour lutter contre, pour détecter la radicalisation. Donc, en gros, on centralise à la DGSI et puis on va former plus de gens pour mener ces entretiens. Mais est-ce que ça sera suffisant? C'est ça aussi la question. Donc chacun va pouvoir répondre sur le plateau. Ce matin, sur Europe 1, il y avait Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat. Et voilà son opinion sur la question. Le Premier ministre nous a dit « Je vais répondre à ce quadruple attentat par 2 enquêtes administratives. » Fichtre. Est-ce qu'on va effrayer les terroristes? Est-ce qu'on va terroriser les terroristes avec des enquêtes administratives? Rien ne s'est passé. Ça veut dire que depuis, à l'Assemblée nationale, le groupe LR, aucune leçon n'a été tirée. Aucune leçon n'a été tirée. Y a-t-il eu une seule démission? Voilà. Terroriser les terroristes, la formule, on la connaît, elle est signée Charles Pasqua. Exact, alors je fais un petit rappel pour le contexte. C'était donc en mars 86, il y avait une vague d'attentats qui touchait la France, et il a dit ça alors qu'il l'a reconnu plus tard en fait, c'est d'ailleurs sur LCP, avoir utilisé cette formule tonitruante, parce qu'au début de l'enquête, ils étaient perdus au ministère de l'Intérieur, il manquait de vision, et donc il disait... Quand on n'a plus de moyens, le seul moyen qui reste, c'est le verbe. Donc il avait utilisé cette formule. Donc je ne pense pas que Retailleau ait dit ça pour masquer son impuissance face à la question. Il voulait plutôt montrer qu'il était partisan de la fermeté. Alors quand Bruno Retailleau dit qu'il n'y a pas eu de démission, à qui pense-t-il? À Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur? Pas forcément. Il n'avait pas réclamé sa tête. D'autres républicains avaient réclamé la démission de Castaner. Bon, c'est-à-dire à défaut de démission dans les hautes sphères du ministère ou même de l'administration policière, il y a quand même eu vraiment une vigilance accrue. Castaner a rappelé qu'il y a eu 106 signalements qui ont été enregistrés. Donc apparemment, il y en a quand même 80 qui ont été écartés en disant que ça n'a pas l'air très sérieux. Il y en a encore 44 qui sont sous enquête. Et puis, il y a eu des policiers donc à qui on a retiré leur arme. Il y en a eu 9. Il y a eu 4 qui ont été suspendus. Par rapport à 150 000 policiers, ça paraît assez minime. Mais pourtant, il y en a qui ont l'impression que cette vigilance-là, justement, elle entraîne un soupçon un peu généralisé par rapport aux musulmans qui bossent dans la police. C'était l'objet d'une enquête ce matin dans Libé. 4 pages, donc il y a beaucoup de lectures. Je vous laisse lire le titre. Vous voyez, c'est un témoignage. Certains de nos collègues nous regardent maintenant comme si on était des Maghrébins avant d'être des policiers. Alors, bon, vous ne serez pas étonné que si je vous dis que Éric Ciotti n'est pas sur cette ligne de Libération, hein, ça vous paraît normal? Surprise! Il préside la commission d'enquête sur l'attentat dans laquelle siège le député Fauvergue. Et ce matin, lui, quand on me disait « Mais est-ce que plus de vigilance, ça ne va pas être le soupçon généralisé ?» Il disait « Non, au contraire, au moindre soupçon, il faut au contraire être en mesure de prendre des sanctions. » On l'écoute. Moi, je demande que lorsqu'il y a un doute sur une personne, eh bien, il n'y ait pas de doute pour la société, que la protection de la société prime sur la protection de l'individu. Donc, il faudra peut-être qu'il y ait des magistrats habilités au secret défense, qui aient connaissance d'éléments qui permettent de suspendre, voire de radier beaucoup plus facilement des agents. Ça vaut pour la police, mais ça vaut pour d'autres services administratifs. Voilà, quand Éric Ciotti plaide pour une vigilance renforcée, vous croyez que ça va renforcer aussi la suspicion au passage? Ah bah alors ça, c'est l'objet du débat, on va en parler. Moi, juste pour ma part, avant, je voudrais rappeler que quand même le but des islamistes, donc de nos ennemis, c'est aussi une guerre psychologique et convaincre les musulmans qu'ils sont rejetés en France, qu'ils n'ont pas leur place. Donc gaffe quand même de ne pas ajouter d'eau à leur moulin, quoi. Merci Stéphane, il y a beaucoup de choses dans votre papier ce soir. Avant d'entrer dans le fond du sujet, ce qui s'est passé à la préfecture de police, ce que vous avez appris puisque vous êtes dans cette commission d'enquête et puis cette société de vigilance quand vous êtes policiers et musulmans, je voudrais un premier tour de table sur ces chiffres. 106 cas de signalement pour radicalisation, 80 déjà écartés, 46 qui font l'objet d'une enquête. La moitié de ces cas signalés dans la préfecture de police de Paris, ça doit peut-être nous intéresser. À quoi fait-on face précisément? C'est marginal ou on est face à une menace endogène, Jean-Michel Fauvergue? Votre diagnostic? D'abord, la première des choses à faire, c'est de ne pas céder à une espèce de panique, de généralisation à tout prix. Les faits sont graves, ils sont très graves, ils sont même particulièrement graves, et il faut enquêter de manière froide et essayer d'avoir des résultats, et des résultats
factuel sur un certain nombre de choses et voir si les services ont fonctionné. Et il ne faut pas demander des démissions. Il y a des gens qui ont des réflexes un peu particuliers. Dès qu'il se passe quelque chose, on demande les démissions des uns des autres. C'est la politique. On acclame une tête. Il faut voir les choses telles qu'elles ont été faites. C'est ça qu'a servi une. On va parler de ce qui s'est passé à la préfecture de police. Mais votre regard, vous, sur la radicalisation dans ce service public particulier, qui assure la sécurité des Français. Est-ce qu'il y a un vrai problème ou au regard du nombre d'agents, il ne faut pas non plus s'inquiéter? Ce que je voulais vous dire, moi, c'est que on est dans cette radicalisation, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est pendant des décennies, ça s'est instillé, ça s'est instauré. On arrive à une situation particulière aujourd'hui sur laquelle on commence à ouvrir à peine les yeux. Donc, il faut travailler là-dessus. Maintenant, il n'y a pas de raison de penser que dans les rangs de la police ou dans les rangs de la gendarmerie ou dans les rangs de l'armée, ça soit plus important qu'ailleurs, mais il n'y a pas de raison de penser non plus que ça ne soit pas présent. Georges Fenech, il vous inquiète ces chiffres? Ça reste quand même une infime minorité. On parle d'une trentaine, d'une cinquantaine dans l'armée, mais ça concerne tous les corps administratifs. Il n'y a pas que la police. Dans l'armée, on dit qu'on suit à peu près une cinquantaine de militaires. Menaces endogènes. Menaces endogènes partout, que ce soit administration pénitentiaire, on en a aussi, dans les aéroports, il y en a aussi. C'est des minorités, mais qui présentent un réel danger si on ne s'en préoccupe pas. C'est pour ça que la société de vigilance, c'est pas une société de délation. La moitié des cas... C'est une société précautionneuse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux détecter très vite et en amont quelqu'un qui peut présenter une fragilité, une perméabilité à la radicalisation, et le traiter correctement, c'est-à-dire soit l'écarter d'un service sensible, le muter ailleurs, ou alors éventuellement le révoquer si c'est un cas grave. Alors on va expliquer ce qui se passe quand vous faites l'objet d'un signalement. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes radicalisé, il y a des enquêtes qui sont menées, vous allez nous expliquer ça dans le détail. C'est même l'inverse, sur 106 signalements, il y en avait 80 qui ont déjà été écartés comme pas très fondés, donc on va plutôt dire que le signalement... Mais quand vous voyez que la moitié de ces signalements concernent la préfecture de police de Paris, ça pose le problème du fonctionnement de la DRPP aussi, puisque c'est là que ça s'est passé. La direction des renseignements, de la préfecture de police. Police de Paris. Je pense, Jean-Michel Fauvert peut-être ne peut pas trahir ce qui est encore sous le sceau du secret, mais quand même, Éric Ciotti a laissé entendre. J'ai compris. D'ailleurs, moi, ça ne m'étonne pas, puisque c'était une proposition que j'avais formulée dans le cadre de la commission d'enquête de 2016 sur les attentats de Paris, avec 30 parlementaires. Nous pensons que la direction du renseignement de la préfecture de Paris doit être transférée entièrement à la DGSI, qui est le véritable service centralisateur et pilote du ministère du renseignement. Alors, je sais pas, parce que la préfecture de police a un point très fort dans la police, un État dans l'État. À maintenir, il a fait la garde des polices, c'est la garde des services. D'ailleurs, ce drame est arrivé à la préfecture de police de Paris. Il est impensable qu'il puisse arriver à DGSI parce qu'il y a des méthodes de criblage en permanence qui sont d'un très haut niveau par rapport. D'ailleurs, c'est la commission d'enquête qui l'a. Mais la préfecture ne voulait pas lâcher ses prérogatives, on est la préfecture. Mais on est comme ça en France culturellement, dans des silos, il y a des pouvoirs, on s'accroche à son institution, mais l'intérêt général commande, à mon avis aujourd'hui, de transférer toutes les compétences de la DRPP à la DGSI et à la SCRT, donc le renseignement territorial, suivant le niveau. Voilà déjà une première piste de solution. Je termine ce tour de table, Sofiane Achatib. Aucun service public n'est épargné, pas même les policiers, ça existe? Bien sûr que ça existe, il faut appeler un chat, et effectivement, on a cette problématique dans plusieurs services. Les aéroports, les services publics, les services régaliens, l'armée, les transports, et la liste peut être extrêmement longue. C'est un sujet sérieux, sur lequel, effectivement, nous devons traiter avec beaucoup de force et de détermination. Cependant, il faut rappeler certains constats, certaines règles dans mon corps, la police nationale. La police nationale, elle est républicaine. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Le principe qui prévaut, c'est celui de la laïcité, de la neutralité. Et la lutte contre la radicalisation, l'intégrisme religieux, peut être un combat de tous les jours, de tous les instants. Ça, il faut le dire et le répéter avec force. On sent que voilà, il y a une vraie inquiétude sur la question d'être policier et musulman dans cette société de la vigilance. Que dit l'avocat? Vous constatez
le citoyen plutôt, que ça existe, et puis on va partir ensuite à la commission d'enquête. Même s'il faut être vigilant aussi sur les éventuelles stigmatisations. Tout à fait. D'abord, il y a une attention particulière qui est prêtée à ce corps qui est la police nationale, puisque par définition, il est fait pour défendre les Français. Donc c'est donc un service régalien, et je rejoins aussi ce qui a été dit autour de cette table. Et la vigilance qu'on prête à ce type de corps de métier est davantage plus aiguë que ce corps de métier est fait pour assurer la surveillance et la protection de tous les Français. Donc je comprends à la fois cet attachement à ce que ce corps de métier puisse incarner les valeurs républicaines essentielles, mais il faut toujours garder à l'esprit que dans les moments de crise, il y a aussi des moments de panique où la raison peut parfois faillir. Est-ce qu'on en est là? Parce que ce matin, on voit 4 pages dans l'IB, donc je sais que l'IB est très sensible aux discriminations, mais il y a beaucoup de témoignages, malgré tout, qui témoignent du fait que cette vigilance, elle commence à créer des tensions ou vous avez vu la phrase, on est considéré comme un maghrébin avant un policier. C'est exactement la contradiction de ce que vient de dire... Alors allez-y, puisqu'on y va, parlez-nous un tout petit peu de votre client. Alors, le cas de mon client est assez atypique, puisque il y a eu en fait un regard avant et un regard après les attentats. Donc c'est le contexte de crise qui a été rappelé, après un attentat terrible, donc qui a secoué les services de la préfecture. Donc, par définition, le soupçon et le niveau de vigilance a été augmenté. Donc ce soupçon et ce niveau de vigilance augmenté, n'importe lequel des signes, tandis qu'ils sont faibles, sont interprétés subjectivement comme un élément, on va dire, à charge. Un élément qui montre qu'il y a une potentielle radicalisation. Donc votre client, il a été suspecté, puis désarmé, puis suspendu? Précisez les choses. Mon client, il a été non pas suspecté, mais il y a ce qu'on appelle un signalement qui remontait à la suite de l'attentat. Ce signalement dont il aurait été dit qu'il ferait la prière. On a versé dans les pièces du débat 7 attestations de gens qui partageaient son bureau qui disent tout à fait le contraire. Donc en fait, il y a dans ce cas précis qui est celui de mon client, des gens une seule personne en l'occurrence, qui dit il y a éventuellement une prière. Donc, on lui reproche d'avoir prié. Cette attestation dit le contraire, de gens qui partageaient son bureau. Mais ce que ça révèle derrière, c'est que le niveau d'inquiétude et le manque de formation aussi pour détecter ce que c'est que la radicalisation est tel que devant cette crise... On ne peut plus faire la prière sans être suspecté. Mais d'autant, on ne peut pas la faire, par définition. Je comprends le point. Oui. On va y revenir, parce que là, vous allez très vite. Je voudrais qu'on revienne sur la commission d'enquête. Éric Ciotti a tenu un point presse, un point d'étape sur les auditions, la manière dont cette commission travaille, et puis, au fond, ce qu'elle a appris à ce stade. C'est un sujet de Nathalie Guilloire. Le 3 octobre 2019, un informaticien tue 4 fonctionnaires à la préfecture de police de Paris. Il s'agit de Mickaël Harpon. Suite à cet événement, une commission d'enquête est lancée à l'Assemblée. Aujourd'hui, les députés ont fait un point d'étape. Problème, pour le président de cette commission, cette attaque n'aurait jamais dû avoir lieu, car sa hiérarchie aurait dû être alertée par des signes de radicalisation. Ce qui est clair, c'est que Mickaël Harpon n'aurait jamais dû rester, compte tenu des signes qu'il a émis, extrêmement inquiétants, chacun individuellement, il n'aurait jamais dû rester à la préfecture de police. Donc c'est une faillite collective dans les procédures de sécurité d'un service de renseignement. Autre constat, les dysfonctionnements au sein de la DRPP, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. La culture de la vigilance vis-à-vis des risques de vulnérabilité était absente de la DRPP. Cette culture n'existait pas, elle ne faisait partie ni des éléments de formation des agents concernés, ni même de l'environnement ou du climat professionnel qui aurait dû être celui d'un service de renseignement. Depuis cet événement, le nombre de signalements est plus nombreux. 46 ont été déclarés. Les députés de la commission d'enquête rendront leurs préconisations au mois d'avril. Comment précisément avez-vous travaillé, Jean-Michel Fauvergue? Vous auditionniez à huis clos, parfois même sous le sceau du secret. Qui avez-vous vu?
Les collègues de Michael Harpon? On a vu beaucoup de personnes. On a vu la hiérarchie, on a vu les chefs de service, on a vu, on a vu les préfets qui se sont suicidés à la préfecture de police. On a vu les collègues de travail. On a vu encore aujourd'hui les militaires, les syndicalistes. On a vu beaucoup de personnes. Et vous avez vu notamment un collègue, Éric Ciotti en parlait sur les ondes RTL ce matin, un collègue de bureau de Michael Harpon. Alors, qui expliquait. D'après ce qu'expliquait Éric Ciotti. C'était censé être secret, bon, enfin, il l'a répété. Non, mais qu'il y avait des craintes, non pas de passage à l'acte et d'agression physique, mais notamment informatique, de fuite. On a auditionné plusieurs de ses collègues de bureau et vous avez vu que le rapport, on cite beaucoup Éric Ciotti qui est président de la commission, mais le rapporteur Florent Boudier a pris la parole et va dans le même sens évidemment. Florent Boudier qui est de La République En Marche, Éric Ciotti qui est de LR, ça ne nous a pas échappé. Donc les choses se rejoignent, les sujets se rejoignent là-dessus. Et je peux vous dire même qu'à l'intérieur de cette commission sur laquelle il y a tous les courants politiques, il y a eu un consensus sur le constat. Et effectivement, le constat, il est tel qu'il a été décrit, tel que vous me posez la question. Il y a eu un problème, il y a un vrai problème à un certain moment de transmission de l'information. C'est-à-dire que l'information... On revient, c'est la DRPP, un État dans l'État, la forteresse. Je ne suis pas pour l'instant sur cette partie-là. La transmission de l'information par le N+1, immédiatement au-dessus, qui est avisé des faits et qui ne transmet pas l'information. Donc là, on est quand même dans le cadre du service très sensible dans lequel travaillait Michael Harpon. C'est un service sensible, c'est un service de renseignement qui travaille sur le terrorisme. Et effectivement, celui qui passe à l'acte, Michael Harpon, est à l'intérieur de ce service. Il s'occupe du matériel informatique, il n'est pas opérationnel, mais il peut avoir accès à un certain nombre d'éléments qui se trouvent dans les ordinateurs. Ce qu'on a entendu, c'est qu'en fait, il avait un handicap, il était sourd, donc il était plutôt sympa en dehors, et donc ses collègues se sentaient mal de le dénoncer, un gars sympa, là depuis longtemps, avec un handicap. On est sur toute la difficulté. Ça prouve qu'il n'y a pas vraiment de si vous me le permettez, on est sur toute la difficulté de cette problématique qui se pose à tous. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous êtes face à quelqu'un que vous connaissez. A-t-il basculé, a-t-il pas basculé? Son attitude est un peu différente. Est-ce que je le connais bien? Est-ce qu'il va... Peut-être pas ses collègues de décider. Mais la problématique, c'est que à partir du moment où ça bascule, on arrive à du meurtre, on arrive à de l'attentat, et on n'est pas dans du droit commun. Donc à un certain moment, peut-être que effectivement, les manières de faire qui se trouvent dans le code pénal, qui se trouvent d'une manière générale dans les textes, peut-être que les manières de faire ne sont pas adaptées pour cette menace particulière, qui est une menace de grande ampleur et qui maintenant vise à l'intérieur même des services un péril de ce type-là. On revient sur les procédures et sur les directions de renseignement, trop d'acteurs, c'est ce que vous disiez, Georges Fenech. Bruno Retailleau, qu'on a entendu tout à l'heure, disait aussi qu'au fond, il n'y a eu aucune démission. Au fond, il n'y a pas eu de responsable. Qui n'a pas fait son boulot? Aujourd'hui, voilà, il y a des enquêtes, il y a des décisions pour rendre plus opérationnelles, au fond, les habilitations, secret défense, etc. Mais personne n'est tombé. Est-ce que c'est normal? Écoutez, en 2015, quand il y a eu les attentats de Paris, il n'y a pas eu non plus de démission de qui que ce soit. Hein. En réalité, nous n'étions pas prêts face à cette menace qui était nouvelle. Hein. Personne ne pouvait imaginer un Bataclan, quoi. Hein. Donc, il a fallu revoir entièrement nos doctrines. Donc, c'était nos systèmes qui n'étaient pas adaptés, si vous voulez. Il ne s'agit pas de réclamer des têtes pour des têtes. Ça, Bruno Retailleau dit, par exemple, pas de démission non plus de l'imam de Gonesse. La démission n'arrangera rien. Pas d'expulsion, en fait. Pas d'expulsion. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, mais il en parlait aussi. Voilà. Bon, je rappelle quand même qu'il y a eu, souvenez-vous, après les premières manifestations des Gilets jaunes, le préfet Michel Delpech a sauté à ce moment-là. On a vu arriver le nouveau préfet l'allemand. Donc il y a quand même des décisions, quelquefois, qui sont prises. Donc vous diriez que les leçons ont été tirées, selon vous, à ce stade? Moi, je pense que l'inspection dont on parlait tout à l'heure a déjà fait des propositions fortes, hein, notamment tout ce qui est secret, habilitation secret, défense ira à la DGSI, c'est ce que dit l'inspecteur, et c'est apparemment la commission d'enquête s'oriente dans ce sens. Le Premier ministre a déjà pris des décisions. Il annonce que deuxième trimestre, ça va semestre, ça va se mettre en place. Vous avez la formation des agents,
à la lecture, à la grille de lecture des signes de basculement, ça manquait beaucoup. Alors ça, vous connaissez bien. On est armé, on est capable de... Voilà, c'est quoi ces formations concrètement? Vous avez reçu ce type de formation? On est opérationnel sur ça? Non, pas du tout. À ma connaissance, il n'existe pas de formation type. Nous ne bénéficions pas de référents, de référents radicalisation. Donc, on est encore loin de pouvoir vraiment définir ce que c'est et que la radicalisation. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Alors, moi, écoutez, c'est l'initiative que j'ai prise avec mes 2 collègues. Nous le faisons, on sillonne la France actuellement. Là, j'étais à Lens la semaine dernière, Lens-Liévin, à Châlons-en-Champagne. Demain, nous sommes à Hasbrook. On sillonne la France pour rencontrer qui? Rencontrer les élus. Parce que cette vigilance, en fait, c'est qui? C'est les élus qui sont au contact direct de leurs administrés, voyez-vous. Et donc, de par notre expertise et des éléments qu'on leur apporte, des grilles de lecture, qu'est-ce qu'un signal faible, un signal fort, comment réagir, qui informer, quel est le retour. La circulaire on s'est rendu compte, par exemple, la circulaire du 13 novembre 2018, prise par Christophe Castaner, qui consiste à prévenir les élus que quand ils ont les maires, la plupart des maires ne connaissent pas la circulaire. Ils ne savent pas qu'ils ont le droit à une information en retour des signalements qu'ils font, mais également 2 fois par an, ils doivent être tenus informés de l'état de la radicalisation dans leur commune. Une fois signalé, pour comprendre un peu cette chaîne, donc il y a manifestement des efforts à faire sur la formation des élus et également des agents de police. Une fois signalé, qu'est-ce qui se passe? Qui intervient pour vérifier, contrôler si le signalement est fondé ou pas? Si vous voulez, quand un signalement est fait, il y a une chose qui marche très bien, c'est le numéro vert, qui est géré par le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation. Les écoutants sont des policiers qui sont formés à cette question-là. Et c'est d'ailleurs un numéro vert qui est surtout utilisé par les familles qui sont désemparées par un enfant qui tout à coup n'écoute plus la musique, dépouille sa chambre de toute représentation humaine, refuse de serrer la main à une fille. Enfin, voilà, c'est un certain nombre de signaux comme ça. À partir de là, quand le numéro vert est actionné, il y a une transmission de cette information, évidemment, à la préfecture. Il y a un groupe d'évaluation de la radicalisation départementale qui existe, en liaison avec les maires d'ailleurs. Et là, il y a des équipes mobiles qui vont dans les familles, qui cherchent à comprendre et à apporter des réponses. Et qui classent ensuite quand c'est nécessaire. Et qui, effectivement, peuvent trouver d'autres solutions. Jean-Michel Fauvergue, et ensuite, on va parler du malaise dans la police. Dans les départements, il y a des GED, des groupes particuliers dirigés par le préfet, dans laquelle siègent les services de renseignement, et tous les cas de radicalisation, et en particulier des cas de radicalisation ou de soupçons de radicalisation dans les services de l'État ou dans les services déconcentrés sont examinés par ces. Et au niveau national... on est tous sursautés, mais rien de grave. Non, rien de grave, allez-y, on est en direct. Au niveau national, tous les cas maintenant qui sont signalés à l'intérieur des services de police, de gendarmerie en l'occurrence, sont examinés par la DGSI, qui est le chef de file de la lutte contre le terrorisme. Sofiane Achatib, voilà, il y a des procédures nouvelles, il y a des cas de radicalisation, parfois il y a des signalements qui n'aboutissent pas parce qu'ils ne sont pas fondés. Est-ce que ça alimente un vrai malaise dans la police quand on est musulman? Est-ce qu'il existe ce malaise? On a vu 4 pages dans Libération. Je peux vous montrer des témoignages. Je fais le ramadan, mes prières chaque jour. Est-ce que pour autant je suis radicalisée? Si ça se trouve, mes collègues ont peur de moi, même s'ils ne me disent rien. Ça existe, ça? Ça doit être extrêmement pesant. J'aimerais vous répondre que ça existe au sein de notre institution, mais ça existe également au sein de notre société. Donc, effectivement, on traverse cette ambiance malsaine, il faut le reconnaître, parce qu'une société de vigilance, c'est aussi un appel à la suspicion, et c'est ce sentiment que certains de mes collègues, effectivement, subissent. Je rappelle qu'une partie non négligeable de policiers, de gendarmes, mais également de militaires, du rang, qui veillent tous les jours à la sécurité de nos compatriotes, et des fois, au péril de leur vie, sont des personnes d'origine diverses et variées, de culture, d'héritage, pour certains musulmanes.
Laurent Nunez, oui. ce matin, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, a expliqué sur les ondes de France Inter qu'il n'y avait pas de racisme anti-musulman dans la police. Il a dit qu'il n'y a pas du tout de sentiment anti-musulman dans la police. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a partout dans la société, sauf dans la police, mais bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous, il n'y a pas de racisme anti-musulman en France. Sentiment anti-musulman. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. Il y a une très grande résilience en France. Je ne pense pas que la France je suis d'accord. puisse être définie comme ça, mais il y a en France... Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une suspicion anti-musulman. Alors, dès lors qu'elle existe, qu'elle n'est pas majoritaire, elle existe quand même. Non. Vous n'avez pas le sentiment que des partis d'extrême droite ont tendance à pointer du doigt les musulmans? Là, vous n'avez pas le sentiment... caricaturer les choses, Vous n'avez pas vu des sondages, par exemple, en même temps, sur l'opinion que les on Français peut peuvent alimenter ce phénomène-là. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Il ne faut pas faire l'autruche non plus. Donc, cette question, on va revenir à la police. Cette question d'un racisme anti-musulman dans la police, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, ce qui est concret, c'est qu'il y a quand même une ambiance malsaine dans nos rangs. Il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Maintenant, cette ambiance, elle s'est développée. Elle s'est développée, et effectivement, certains de mes collègues, qui seraient visiblement musulmans ou assimilés, subissent certaines formes de préjugés. Et ces préjugés, en fait, vous les retrouvez dans des comportements, dans des paroles, dans des médias, hein, d'ailleurs, mais également dans des réseaux sociaux. Et effectivement, ça serait faire l'économie du sujet de ne pas en parler. Nous, au sein de l'UNSA Police, au sein du syndicat que je représente, on défend tout le monde et on parle de tout. On ne se censure pas. Et à mon avis, il faut en parler pour pouvoir trouver des éléments, de la pédagogie, afin effectivement de réduire ce sentiment. Pour terminer, sur cette question-là, j'imagine que votre client donc, a fait appel à vous pour faire valoir ses droits. Il estime qu'il a été suspendu à tort. Les armées à tort, que lui est-il arrivé précisément? Les mesures de suspension sont par définition prédisciplinaires et ne revêtent pas un caractère de sanction disciplinaire. Toutefois, je rejoins ce que vous avez dit qui est fondamental dans nos sociétés actuelles, c'est qu'il y a un manque de compréhension du phénomène de l'islam qui est totalement différent du phénomène de la radicalisation. Et ce manque de pédagogie, ce manque d'information dans un appareil sécuritaire important peut conduire à des décisions qui, comme dans le cas de mon client, des décisions qui sont regrettables. Après, pour les autres cas, je les ignore, je ne connais pas quelle est la nature de ces dossiers. Mais ce que je peux dire, c'est que quand vous avez dans une société un degré de méconnaissance de ce que c'est vraiment le phénomène de radicalisation, doublé d'une vigilance qui ne s'exerce pas sur des éléments stratégiques, là, vous pouvez commettre des erreurs. Mais ce n'est pas seulement les erreurs qui sont... Il ne faut pas confondre radicalisation et fondamentalisme, par exemple. Parfaitement d'accord. Il y a un pourcentage... Même avec terrorisme, bien évidemment. Un pourcentage qui est totalement méconnu, je m'en suis rendu compte, c'est que sur les radicalisés, 30% sont des convertis. Oui. Alors, je voudrais que vous donniez le mot de la fin, Jean-Michel Fauvergue. On est sur une ligne de crête. Hein. C'est toute la responsabilité des politiques en la matière. Oui, bien sûr, c'est difficile. C'est un problème sociétal. En ce moment. On est impacté par cette violence-là. Si j'ai le mot de la fin, je voudrais juste rappeler que dans les victimes de Charlie, il y avait un collègue, un policier, qui était musulman, qui était pratiquant musulman. Et les musulmans sont les premières victimes terroristes dans le monde. Et qui s'est fait tuer par ces islamistes, ces extrémistes, qui s'est fait tuer sur le trottoir. Merci. On s'arrête là, messieurs. On va ouvrir à présent, Georges Fenech, vous restez avec nous, une page retraite. Figurez-vous que tous les jours, jusqu'au municipal, c'est Elsa Mondagava qui épluche pour nous le débat parlementaire. Retraite à point, pour un point retraite, c'est tout de suite. Allez, changement de sujet, Elsa, c'est pas simple. On y va. Toute la semaine, les députés passent en revue les milliers d'amendements. On est à plus de 20 000 en commission spéciale. Aujourd'hui, c'est la question sensible des enseignants qui s'est invitée dans le débat. Exactement, Myriam. Il y aura la question des policiers également, mais c'était les enseignants ce matin dans l'article 1. C'est un article qui donne les grands principes de la réforme et qui tente de rassurer ceux qui avaient beaucoup à y perdre. Les enseignants, depuis qu'on connaît un petit peu les contours du nouveau système, ils ont sorti la calculatrice et ils n'ont pas été très contents du résultat. Pourquoi ? Eh bien parce que leur retraite, elle sera calculée sur l'ensemble de la carrière et plus les 6 derniers mois. Et même si les primes, elles rentrent dans le calcul, eh bien eux, ils en ont peu. Bref, des centaines d'euros en moins. Et donc le gouvernement a voulu rassurer. Il a rassuré dans cet article 1 par un alinéa
qui promet aux enseignants une loi de programmation avec des mécanismes de revalorisation. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce point précisément sur les enseignants? Parce qu'on sait que le Conseil d'État a déjà tiqué là-dessus. Exactement, il a rendu son avis et c'est le point 29. On va le traduire en français le plus simple possible sans trahir le sens. Le Conseil d'État dit, eh bien, une loi ne peut pas renvoyer à une autre loi qui n'existe pas. Après, c'est un peu une question d'interprétation. Au mieux, ça n'engage à rien. Au pire, c'est inconstitutionnel. Eh bien, c'est de cela dont les oppositions ont voulu parler en commission. Écoutez Éric Coquerel pour les Insoumis et Boris Vallaud pour les Socialistes. Ce que dit le Conseil d'État est quand même assez clair, et pour cause, parce qu'en réalité, ce que vous faites, c'est que vous nous faites voter quelque chose en prévision d'une loi dont elle-même nous ne connaîtrons pas le contenu et sur lequel il faudrait à l'avance, nous et les enseignants, qu'on vous fasse confiance. Le groupe socialiste apparenté ne peut que s'émouvoir de ce tour de passe-passe qui finira par rattraper le gouvernement et, in fine, l'ensemble des enseignants qui espèrent des promesses qui ont été faites, même s'ils en doutent fortement. Tout ça, eh bien, c'est de la mauvaise foi pour Olivier Véran. C'est un ancien socialiste passé à La République En Marche. Écoutez. Cacher ce progrès social que je ne saurais voir. C'est ça depuis hier, c'est ça depuis avant-hier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une avancée sociale forte, marquante dans le texte, vous martelez que c'est pas bon, que ça marchera jamais, que ça n'y arrivera pas. Et je vais vous dire un truc, moi en 5 ans de mandat socialiste, j'aurais bien aimé qu'on revalorise les profs. J'aurais adoré voter un amendement qui disait qu'on allait revaloriser les profs. Donc la majorité a adopté la rédaction. Elle a quand même sorti ces dispositions de l'article 1 pour les mettre dans un article 1 bis, peut-être pour se protéger en cas de problème constitutionnel. Merci Elsa qui nous plonge dans ce débat retraite, cette commission spéciale. C'est un peu le talon d'Achille de cette réforme à les enseignants. Le Conseil d'État l'a déjà dit, il y a un risque juridique. Vous promettez une revalorisation, oui, mais vous risquez d'être tapé par le Conseil constitutionnel. Je ne suis pas sûr. Le Conseil d'État là-dessus a été assez rassurant. C'est pas je pense que si la méthode est mise en cause, pour autant, elle n'est pas anticonstitutionnelle. Et ce débat-là, si vous permettez, moi je l'ai à la maison parce que j'ai un beau-fils qui est enseignant et une fille qui est enseignant. Eh bien, il y a du mal à expliquer. Effectivement, là, elle est dure à expliquer, cette loi sur les retraites. Mais les retraites actuelles, c'est dur aussi à expliquer. Eh bien, les enseignants, on s'engage... Ils ne verront pas leur pension baisser, vous allez les augmenter. Et être augmenté parce qu'effectivement, ça va se calculer sur l'ensemble de la durée. Donc, normalement, si tout se passe bien, et tout se passera bien, ils sont gagnants partout. En tout cas, on a encore quelques semaines devant nous pour vérifier tout cela. Merci, messieurs, merci Elsa. Vous restez avec nous, Georges Fenech. On va parler d'un tout autre sujet. Est-ce qu'il est plus léger, Donald Trump? J'en sais rien. En tout cas, on va d'abord faire un gros plan dans cette campagne américaine sur la surprise de la première primaire démocrate. Connaissez-vous Pete Buttigieg? J'ai réussi à le dire. 38 ans, ancien maire d'une ville de l'Indiana au nord-est du pays, il est jeune, il est gay et il est vainqueur du caucus dans l'Iowa selon les derniers décomptes. Son portrait avec Ahmed Tazir. Boot, edge, edge. Say edge like the edge of a building. Edge, edge. Boot, edge, edge. Même si Donald Trump a du mal à prononcer son nom, retenez-le bien, Pete Buttigieg. C'est l'homme qui monte, la révélation démocrate de cette campagne. Déjouant les pronostics dans la primaire présidentielle démocrate de l'Iowa, Pete Buttigieg est arrivé en tête selon les résultats partiels, légèrement devant Bernie Sanders et largement devant Joe Biden, les deux favoris à l'investiture du parti. À seulement 38 ans, Pete Buttigieg est candidat à la primaire démocrate. Ici, il sillonne l'État du New Hampshire. Une mission, séduire les électeurs avec un programme centriste. Sa cible, Donald Trump. Je me présente pour être le président qui pourra être debout sur les débris le jour où la présidence Trump sera enfin derrière nous, pour ramasser les morceaux et nous guider vers un avenir où nous ferons face ensemble. Parce que la seule façon de le faire, c'est de le faire ensemble. Cet ancien maire d'une petite ville dans l'Indiana détonne parmi des candidats 2 fois plus âgés. Diplômé d'Harvard, cet ancien analyste des renseignements parle 8 langues. Il est le fils d'un immigré venu de Malte. Image inédite, un couple homosexuel qui ne se cache pas et qui brigue la Maison-Blanche. Pete Buttigieg n'hésite pas à s'afficher devant les caméras avec son mari. Son orientation sexuelle, elle semble avoir peu d'impact sur le choix des électeurs. Pete Buttigieg, il est un peu le pont entre 2 Amériques. Et ça se voit dans son style.
dans son projet de société et dans sa vie personnelle. C'est à la fois quelqu'un qui a fait Harvard, qui vient de la classe moyenne, qui est un vétéran de la guerre d'Afghanistan, qui est chrétien, qui revendique sa foi, donc ça c'est l'Amérique un peu classique. Et puis par ailleurs, il s'est marié avec son compagnon il y a quelques mois, il est ouvertement gay donc, et puis il a un discours d'ouverture sur l'accès à l'avortement, sur les questions de société, mais de manière toujours modérée, on va dire. C'est-à-dire comme s'il voulait vraiment faire le pont entre deux Amériques, et c'est parfois ce qui lui est reproché. Un pari déjà gagné, s'imposer comme candidat incontournable dans la course à la Maison-Blanche. Mais la route reste longue pour Pete Buttigieg. En juillet, le vainqueur de la primaire sera intronisé. Les Américains désigneront, eux, leur président le 3 novembre prochain. Bienvenue sur ce plateau, Roland Lescure. Vous êtes député La République En Marche des Français d'Amérique du Nord. Vous connaissez très bien ce continent. Vous habitez en partie avec votre famille au Canada, même si vous siégez ici même à l'Assemblée. Bonsoir François Durper. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Vous viendrez d'ailleurs régulièrement nous raconter les épisodes haletants de cette campagne américaine. On commence par Pete Buttigieg. La surprise, en tout cas à l'heure où on se parle, il est en tête des votes du caucus de l'Iowa. Parlez-nous de lui. Ça vous a surpris, François, qu'il arrive en tête? Alors non, on ne va pas faire le malin, mais c'était pas très surprenant si on regardait ce qui se passait dans les derniers jours de la campagne. Vous savez, il y a un stratège démocrate qui dit comment on fait pour gagner dans l'Iowa. On s'organise et après on fait le show. Et il a réussi à organiser les choses et surtout à faire le show. C'est lui qui remplissait le plus de monde dans ses meetings tout à la fin. Alors évidemment, aujourd'hui, vous vous rappelez, en janvier 2008, on expliquait aux gens comment ça se prononce Barack Obama. Il se passe la même chose autour de Buttigieg. Comment ça se prononce Buttigieg? D'ailleurs, Donald Trump se moque de ce nom imprononçable selon lui. Parce qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Il disait Joe l'endormi, Sanders le fou, Pocahontas, ça c'est pour Elizabeth Warren et ses origines amérindiennes supposées. Et Buttigieg, il n'avait pas trop grand-chose à dire. Vous le dites bien, hein. Redis-moi, Buttigieg. Vous êtes meilleur que moi. En tout cas, il a même fait des petits badges. On peut même voir ça parce que il y a une difficulté à prononcer ce nom d'origine maltaise et il s'en est amusé, ce jeune candidat, avec même des petits autocollants pour expliquer comment ça se prononce. Roland Lescure, on pense évidemment à un certain Emmanuel Macron, 38 ans. Vous aussi, vous y pensez? Et 39 ans quand il sera élu, s'il est élu. Ça rappelle quelques souvenirs. Non, il y a des parallèles évidents, liés, ça a été dit d'ailleurs, à son parcours personnel, à son éducation. Il parle 8 langues. 8. Notamment très bien le français d'ailleurs. Vous vous souvenez que quand Notre-Dame a brûlé, il a fait une intervention assez émouvante et en français parfait pour témoigner de sa solidarité avec la France. Donc c'est vrai qu'il y a des parallèles évidents. Il y a aussi des choses très différentes, très américaines. C'est un vétéran de l'Afghanistan. Évidemment, ça fait partie des plus, on peut dire, dans l'histoire, dans ce qu'on appelle le storytelling d'un candidat américain. Il y en a eu beaucoup d'autres dans le passé. On pense évidemment à John McCain. C'est un candidat homosexuel, il faut le dire. Et c'est le premier, en tout cas, avéré, affirmé et on a vu d'ailleurs. Et marié, on va regarder la une du Time. Avec un mari d'ailleurs qui est plutôt un atout parce qu'il est assez sympa, assez show business aussi. Et on a eu une histoire assez marrante hier, une petite image d'une électrice qui avait voté pour lui. Parce qu'elle le trouvait plutôt justement. Intéressant. Vous l'avez? On l'a. Allez, on regarde tout de suite. C'était pas arrangé, ça. Hein. Écoutons. Are you kidding? Yeah, he's married to him, yes. Well, then I don't want anybody like that in the White House. So can I have my card back? I don't know. You signed it. We could go ask. I never knew that. Well, so the whole point of it is, though, he's a human being, right? Just like you and me. And should it really matter? Non, c'est pas gagné. Loin de là. Non, c'est pas gagné. Je pense que la vraie nouvelle, en fait, du scrutin de l'Iowa, c'est que Joe Biden s'est effondré. Parce qu'il était quand même le candidat de l'establishment. Et je dirais, Buttigieg, c'est un peu le plan B de l'establishment. Hein, donc je pense que l'establishment démocrate est prêt à le soutenir, surtout si Joe Biden s'effondre. Et le gagnant qui est absent du scrutin de l'Iowa, c'est Mike Bloomberg. Parce qu'il a dit, je fais l'impasse sur les premières primaires, je serai là pour le fameux super mardi, qui est le gros rendez-vous des primaires début février. Oui, ancien maire de New York, multimilliardaire. Etc. Donc, mais non, c'est loin d'être gagné. C'est vrai qu'Obama avait gagné l'Iowa en 2008, donc c'est un premier signe, mais on sait bien que l'Iowa, c'est tout petit. Hein. Alors justement, les enseignements de cette première primaire démocrate,
outre la jeunesse de Buttigieg. Alors, effectivement, premier renseignement, Buttigieg existe. Et effectivement, attention à ne pas le mettre de côté complètement. Il gagne dans l'Iowa, mais il peut gagner ailleurs. C'est tout à fait possible. On avait dit jamais un noir serait président des États-Unis. La veille de l'élection, on parlait du Bradley Effect, qui était le fait que les électeurs disaient oui, on va voter pour un noir, mais dans le secret de l'isoloir, ils n'allaient pas voter pour lui. Donc, il en est peut-être de même pour un homosexuel, une personne revendiquée homosexuelle, mariée. Les Américains sont prêts? En tout cas, l'historien, il est prudent et il peut pas dire c'est impossible. En tout cas, là, il gagne et son vrai talon d'Achille, c'est pas son homosexualité, c'est le fait qu'il est inconnu dans le sud des États-Unis, qu'il est inconnu dans le sud-ouest et que les Afro-Américains ne le connaissent pas, que les Hispaniques ne le connaissent pas. Donc, ça sera très difficile d'aller gagner des États comme la Caroline du Sud, par exemple. Le deuxième enseignement, la vraie surprise, le vrai gagnant, c'est Bernie Sanders. Pourquoi? Parce que Bernie Sanders, d'abord, il peut revendiquer le vote populaire. Beaucoup de gens ont voté pour lui et il est dans cette position de force parce qu'effectivement, il a mis très très loin son concurrent principal, le modéré Joe Biden. Parce que Joe Biden, il était en tête des sondages nationaux et on vous disait que pendant des mois, ça ne sert à rien d'être en tête du sondage national. Il faut être sur le terrain, ce qu'on appelle le ground game, être vraiment joué sur le terrain. Et ça, il n'a pas su le faire. Donc Sanders est toujours là, malgré ses ennuis de santé, mais plus que jamais. Il est en tête des intentions de vote. Même s'il est plus âgé que les autres, plus que Trump. Mais il est en tête dans les intentions de vote dans le New Hampshire, on se reverra la semaine prochaine, c'est mardi. Va-t-il gagner? Dans le Nevada, où les syndicats sont très importants, il est tout à fait possible qu'il gagne. Ça serait une passe de 3 si Sanders emportait les 3 États. Donc Sanders est en train de s'installer. Effectivement, Bloomberg, qui pour l'instant a fait le choix de ne pas rentrer dans cette campagne, de rentrer dans la campagne pendant le Super Tuesday, c'est tout à fait positif pour lui parce qu'il peut se dire, il y a 2 atouts. Le modéré Biden, il est très loin, je peux prendre sa place. Sanders peut faire un peu peur à l'establishment, et puis surtout, quel bazar, quel bazar. Donc sa stratégie politique, elle est plutôt mauvaise à Bloomberg, parce qu'il faut respecter la démocratie et être... il était aussi, Donald Trump, milliardaire, mais il était allé dans l'Iowa, il a fait campagne dès le début. Là, il dit, bon, je fais campagne qu'après. Alors là, il a de la chance, parce que c'est un bazar terrible. Et puis, évidemment, les républicains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous voulez confier la Maison-Blanche à des gens qui sont même pas capables d'organiser une primaire dans un État de 3 millions d'habitants? Il faut qu'on en parle un peu, parce qu'évidemment, ça a fait le jeu, ce fiasco technique de cette primaire démocrate, ça a fait le jeu de Donald Trump. Rien ne fonctionne exactement comme lorsqu'il dirigeait le pays. Voilà ce qu'a tweeté le président américain. La seule personne qui peut revendiquer une très grande victoire dans l'Iowa la nuit dernière, c'est moi. Il n'a pas un peu raison? Il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'il a même, je pense, lui ou un de son directeur de campagne a dit, vous voulez vraiment confier le système de sécurité sociale, donc le fameux Obamacare, à des gens qui ne savent pas organiser une primaire, 170 000 électeurs. Donc c'est vrai que c'est un désastre. La campagne va être longue. Il va se passer plein de choses d'ici là, mais ils ont intérêt à régler ces problèmes techniques pour assurer. On se souvient de l'élection désastreuse de George Bush, la première, avec les machines électorales qui fonctionnaient pas. Comment les Français d'Amérique du Nord vivent-ils la gouvernance, la présidence Trump? Dans l'ensemble, ils ne sont pas très fans du président Trump. D'abord, ils ont eu peur, parce qu'il y avait des enjeux, y compris même de visa, donc ils avaient peur qu'éventuellement leur présence sur le territoire soit rendue plus compliquée. Ensuite, c'est pas une image d'Épinal, il y a pas mal de Français qui travaillent dans le pinard, aux États-Unis, c'est-à-dire qui importent, qui vendent, qui distribuent, et vous savez qu'il y a eu des taxes, des droits à l'importation sur le vin qui ont frappé de manière assez forte. Puis bon, moi je fais toujours mon petit sondage, quand je vais voir les Français qui vivent là-bas, il y en a beaucoup qui votent en fait, parce qu'ils sont aussi américains. Alors, ils ont 2 candidats, c'est intéressant, Buttigieg et Warren. Donc, il y en avait un certain nombre. Elizabeth Warren, effectivement, Pocahontas dans les dires de Trump, mais qui est quelqu'un, d'abord, c'est intéressant, elle est conseillée par des Français. Il y a 3 économistes français assez connus qui sont des conseillers très proches d'Elizabeth Warren. Donc, le choix des Français sur le terrain, plutôt que Trump, c'est effectivement Warren ou Buttigieg. Georges Fenech, le style Trump, il vous intéresse, il est très populaire. Il n'a jamais été aussi populaire que pendant cette période actuelle. Les résultats économiques sont bons. En général, ça fait la réélection. Que pensez-vous du personnage Trump? Écoutez, moi j'ai un peu suivi le discours de l'Union, comme tout le monde. Il a fait son plaidoyer pro domo, à savoir jamais l'Amérique ne s'est portée aussi bien que depuis que je suis là. En réalité, et vous allez voir, les choses vont encore s'améliorer, a-t-il dit. Mais la réalité, c'est qu'il a raison. Sur le plan économique, les Américains ne sont jamais aussi bien portés. Je ne dis pas que tout va bien, effectivement, aux États-Unis, mais il y a
un renouveau économique. Sur le plan international, on peut quand même considérer qu'il n'a pas tout faux, malgré ses réactions un peu excentriques par moments. Donc moi, la question que j'aimerais poser, y compris en Israël, vous diriez, est-ce qu'il est vraiment battable aujourd'hui, François Durper. Est-ce qu'il est battable, quoi? Est-ce qu'il est battable? En tout cas, c'est la semaine la meilleure pour Donald Trump de toute sa présidence. C'est incontestable. Vous avez dit 49%. Il a jamais été. Il est au-dessus de ce qu'il faisait au moment de sa première élection. Et moi, j'ai étudié dans le cadre d'un ouvrage tous les discours sur l'état de l'Union. Alors, on y vient. J'ai jamais vu ce type de discours sur l'état de l'Union. Un discours sur l'état de l'Union, c'est généralement unité et consensus. Même pour Donald Trump. On avait dit du dernier, si on ne sait pas que c'est Donald Trump, on peut penser que c'est n'importe quel républicain. Alors, sauf que là, juste pour ceux qui nous regardent, le discours sur l'état de l'Union, c'est chaque année, on fait le bilan devant le Congrès. Fait le bilan de l'année et trace des perspectives pour l'année qui vient devant le Congrès. C'est un grand moment des institutions américaines et c'est généralement l'occasion de faire quelque chose de transpartisan, d'aller chercher les démocrates quand on est républicain et les républicains quand on est démocrate. Là, on avait un discours provoquant, vantard, théâtral, partisan, flamboyant, extravagant à certains moments. Et le pire pour ses adversaires, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il peut se le permettre. Il peut se le permettre parce que aujourd'hui, 2/3 des Américains disent l'économie va bien et on le doit à Donald Trump, c'est exactement 63%, que sur la politique étrangère, 52% des Américains, vous voyez, c'est pas seulement les républicains, disent il a très bien géré la question iranienne sur la politique étrangère, qu'on est d'accord quand on est américain avec les accords commerciaux Mexique, Canada et récemment Chine. Alors évidemment, et qu'on est d'accord aussi avec, vous savez qu'il va être acquitté dans quelques heures. Alors, et il va bénéficier, bon, on ne va pas déflorer ce qu'on va dire, mais il va bénéficier de ce qu'avait bénéficié, vous vous rappelez, Bill Clinton, oui. 72% de popularité, l'effet acquittement, un président renforcé. Alors, sur la destitution, hein, c'est la logique institutionnelle, il va être acquitté, même si on l'apprend à l'instant, Mitt Romney va voter contre. Le républicain va voter contre. Oui, mais ça, vous savez que c'était Mitt Romney était un des 2 républicains à ne pas accepter les témoins. Donc c'était le procès sans témoins. Voilà, Mitt Romney avait déjà montré qu'il était. Mais ce qui est important, c'est de dire que tous les républicains, tous les autres. Donc vous nous l'avez dit, toutes les planètes sont alignées. Il est populaire, il a un bon bilan, et voilà, il se prépare à son acquittement. Hein. Exactement, ça a renforcé le camp républicain. Les démocrates, là, pour l'instant, eh bien, sont, vous voyez, très déprimés. Ils ont gagné quasiment toutes les élections partielles. Ils ont un président qui n'a jamais dépassé 50% de popularité. Et aujourd'hui, au moment où l'on parle, ils sont très pessimistes sur leurs chances d'élection. Oui, alors justement, tellement pessimistes qu'ils en sont finalement à faire des gestes symboliques. C'est l'autre image du jour. Ça n'était jamais vu. Nancy Pelosi qui déchire ostensiblement le discours de Donald Trump, qui, un peu plus tôt, avait refusé de lui serrer la main. Ils en sont là, les démocrates ? En fait, c'est une réponse que j'ai trouvée, moi, assez excellente, de la bergère au berger. C'est-à-dire qu'il l'ignore en ne lui serrant pas la main. Elle l'avait applaudi de manière un peu ironique au dernier discours de l'État de l'Union. Là, elle déchire son discours. Et on l'a reçu ici. C'est bien joué, mais ça donne le sentiment qu'ils n'ont plus que les symboles. Non, moi je pense qu'il a de grandes chances d'être élu, parce que vous le disiez, hein, c'est Bill Clinton qui disait c'est l'économie, espèce d'idiot. Bon, l'économie est stupide, l'économie américaine va bien. Les États-Unis sont extrêmement divisés et on sait bien tous que cette élection elle va jouer dans quelques États, les États de la ceinture rouillée, là, du Nord-Est, où on a bien vu qu'en 2016, il l'avait emporté fortement parce que les femmes avaient voté pour lui et parce que les Afro-Américains, les Noirs, n'avaient pas voté pour lui. En 2018, il a quand même perdu les élections de moyen terme. Le Congrès est majoritairement démocrate, en partie parce que les femmes n'ont pas voté pour lui. Et on a 2 candidats potentiels démocrates, en tout cas Elizabeth Warren, je pense, mais aussi Pete Buttigieg, qui est très très populaire parmi les femmes, qui peut faire la différence. Donc on sait bien que l'élection américaine, c'est une macro-élection, mais c'est aussi une toute petite micro-élection dans quelques États
qui représentent vraiment des États très importants. Donc l'histoire n'est pas déjà écrite. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a... François. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que celui qui gagne l'Iowa, il donne un signe pour ces fameux États de la Rust Belt en disant si je gagne l'Iowa, c'est que je peux gagner peut-être le Wisconsin, le Michigan. Alors ça peut paraître technique, mais c'est de la géographie américaine. C'est ce qui a permis à Donald Trump de l'emporter en allant gagner des États de gauche, des États avec l'ouvrier blanc. Et donc Buttigieg, il dit moi je peux gagner ces États. Le paradoxe, c'est que l'Iowa sera sans doute perdu par les démocrates et gagné par les républicains. Mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Ça peut être une autre carte électorale. Ça peut être dans un mouchoir de poche. Et pour l'instant, Donald Trump, il peut aussi peut-être compter sur un vote populaire plus important. En tout cas, l'élection, elle est évidemment pas jouée. C'est Donald Trump et ça sera très différent d'avoir un Sanders face à lui. S'il a Sanders face à lui, il sera obligé d'être à contre-nature. Il va pas être Donald Trump le fou. Il va dire, d'ailleurs, il a commencé à l'appeler comme ça, Sanders le fou. C'est le fou. Et donc moi, je serai le président tout à fait modéré, tout à fait pacifique. Il va effacer tous ses tweets pendant 3 ans et il va essayer d'être raisonnable parce que là, il aura intérêt. Parce que la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il fait plutôt très bien en ce moment chez les indépendants, ce ventre mou de l'électorat américain. Et cet électorat-là va beaucoup compter. Eh bien, merci, messieurs. On y voit beaucoup plus clair sur cette campagne. Ça fait rêver quand même quand on voit qu'un président, à la fin de son mandat, est plus populaire qu'au début. Ça n'arrive jamais sous la Ve République. C'est l'état de grâce au début. Mitterrand a été réélu, Chirac a été réélu. Après une cohabitation, Mitterrand. Après, il est en cohabitation. Clinton était en cohabitation, Obama était en cohabitation. Les élections midterm... Ça donne des idées, le retour de la cohabitation. Je vais dire un mot. Bien sûr, allez-y. Extrêmement choqué par l'attitude de la représentante démocrate qui a déchiré le discours de l'Union. C'est tellement symbolique, ce discours de l'Union, et je crois que les équipes de Trump ont bien réagi en disant elle a déchiré tous ceux que j'ai cités, ces valeureux Américains, etc. Je trouve que c'est un crime de lèse-union, ou je ne sais pas, institutionnel en tout cas. Ça ne grandit pas les démocrates. Je pense que ça bénéficie davantage à Donald Trump. Allez, merci pour ce coup de gueule. En tout cas, la poignée de main, il n'a pas voulu lui serrer. C'était très inélégant, mais c'est du Trump. Et si c'est du Trump. Allez, juste, elle avait refusé de l'accueillir. Donc, si on est dans la cour de récréation, on peut dire la première à avoir attaqué, c'était Nancy Pelosi. Pour œil dent pour dent. Ce qui passe en la chronique de Valérie Brochard, que vous attendez tous. Elle est où ce soir, Valérie ? On parle beaucoup des retraites, mais on parle aussi du réchauffement climatique ici à l'Assemblée nationale. J'ai suivi pour vous l'audition du fondateur du GIEC. Je viens vous résumer tout cela tout de suite en plateau. Bonsoir. Bonsoir. C'est Valérie Brochard pour sa journée à l'Assemblée. Je vous conseille de l'écouter. Elle est piquante, Valérie. Alors, Jean Jouzel était auditionné par la Commission des Affaires étrangères. Absolument, Myriam, 1h30 face aux députés. Et je vais vous demander d'être tous très très forts sur le plateau ce soir, car les nouvelles du climat ne sont pas bonnes, mais alors pas bonnes du tout. 2019 a été la deuxième année la plus chaude que nous ayons connue depuis 150 ans. On est de façon très claire sur des trajectoires de 3 degrés au moins dans la deuxième partie de ce siècle. Et je dirais que c'est trop vis-à-vis des jeunes. C'est égoïste de la part de nos générations vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui. C'est très clair. Même si nous arrêtons de respirer, de rien faire, eh bien nous allons dans le mur collectivement. Il faut bien se rendre compte de ça. Bon, oui, c'est terrible, mais allons voir peut-être du côté des élus qui seront peut-être un petit peu plus optimistes. Nous croyons que c'est perdu et que le changement climatique est commencé, c'est perdu. Et rien ne va s'arranger dans ce domaine. Bon, une ambiance très pessimiste, mais évidemment, chaque député... Vous nous plombez à la fin de l'émission. Non, mais non, parce que les députés, vous le savez, ont soumis à Jean Jouzel des outils, des solutions. Jean-Luc Mélenchon a évoqué, par exemple, la règle verte. Et puis, un peu plus tard, Moustapha Labid, lui, voulait s'attaquer à l'industrie textile. On l'écoute. Un rapport des Nations Unies estime qu'il faut 7500 litres d'eau pour fabriquer un jean. Un jean, c'est l'équivalent de l'eau bue par un être humain pendant 7 ans. Sans oublier le pétrole, matière première du polyester, essentielle à la production de masse de textiles. Donc pourriez-vous nous dire, Monsieur Jouzel, pourquoi ce levier n'est pas une priorité dans les différents rapports du GIEC ? Et oui, pourquoi ? Et oui, pour sauver le climat, eh bien, fini les jeans, tout simplement. Ça fait partie des idées, des bonnes idées, bien sûr, mais la bonne réponse pour le fondateur du GIEC sera plutôt européenne, voire mondiale. Il attend beaucoup de la prochaine COP qui se déroulera à Glasgow. Merci Valérie. Merci à vous. Le climat, vous serez sûrement
jugés. Nous serons sûrement jugés là-dessus par nos enfants. Merci messieurs d'être passés sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. À demain.